Si vous avez le baccalauréat et vous continuez à demander de l'argent des pays aux parents, c'est que tu vas normal. L'entrepreneur mange le bénéfice et le salarié mange le capital. Vivre sur une seule source de revenus, tu vas passer 50 ans pour obtenir ce qu'une autre personne va obtenir en 2 ans. Tu es en Afrique, tu fais la Grèce latine, si tu te réveilles sans objectif, le temps se coucher. Donc je n'avais personne pour payer l'école. Donc j'ai l'impression que c'est une décharge électrique. Je viens de me libérer d'un poids. Je me sens très libéré. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour, Fabrice. L'idée ici, c'est que je m'en vais poser quelques questions à Thierry, afin qu'il puisse nous en dire un peu plus sur son livre, parce que pour l'avoir lu, relu, je pense qu'il y a des points à mettre en lumière qui vous aideront énormément. Bonjour Thierry. Bonsoir. Je vais bien. C'est ça. Super. Donc, la question que plusieurs personnes se posent, je pense que tu l'as posée, et je pense que là, il est temps de lever un pan de voile là-dessus, c'est déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un livre aujourd'hui? En réalité, c'est une motivation très lointaine. Mais venant de ceux qui avaient déjà écrit, effectivement, depuis la classe de terminale, je ne sais pas si le professeur Sokué est déjà là, c'est lui qui me disait: je vais acheter ton histoire, parce que tu as une histoire terrible. Si un jour on écrit ça, les gens vont seulement rafler, parce qu'on n'arrive même pas à croire que tout ce que tu racontes là, nous qui le vivons, il faudra que tu écris. On est en terminale. Que ce soit mon passage en Union soviétique, il y avait des gens qui disaient: il faut écrire. Mais j'étais toujours un peu... Le jour où j'ai appris que le célèbre Paul Focam, le PDG d'Afriland First Bank, a envoyé un émissaire me rencontrer au bureau en Guissa, ça fait me demandant l'autorisation de me citer dans son livre. J'ai dit: qu'est-ce qu'un banquier vient chercher un vendeur de bouillie pour écrire dans son livre? Qu'est-ce qu'il va dire? Qui suis-je même? Vous êtes sûr que vous venez de M. Paul Focam? Il me dit: oui, voici la lettre. J'ai dit: si c'est de lui, donnez-moi, je signe. Non, lisez d'abord. Il dit: non, si c'est lui, je peux même me coucher. Il fait tout ce qu'il veut faire, je signe seulement. Mais après, j'étais toujours en train de ruminer parce que les amis disaient, les autres ont écrit. Dès que j'ai commencé à comprendre la nature du patriotisme économique, je me disais que le patriotisme économique est caché derrière des citations venant d'ailleurs. Quand on veut parler du marketing, on va citer Kotler, on va citer tout. C'est le même livre chaque année, et je dis, il y a des gens qui laissent les traces. Roland, qui a très facilement écrit, il me dit: ton tour, moi je t'ai déjà dénoncé. Moi je n'ai rien à dire. Toi tu as beaucoup à dire. Moi, il écrit pour quelqu'un qui a dit bombardé. Avec, malheureusement, mon professeur de terminale n'est pas là. Il est très très occupé. Il a même voulu prendre la voiture tout à l'heure pour venir dans un risque que j'ai dit de laisser mon professeur de terminale, M. Omba, le professeur Omba. Oui, il sait que j'étais nul en français. Il sait que, je vois Caroline qui rit là-bas, c'était mon prof de français aussi, elle. Quand j'écrivais, elle corrigeait les deux D, E, N, T. Quand on écrivait, surtout quand il y avait l'orthographe là, ou la grammaire. Sur 20, à la 3e ligne, je suis sûr que c'est fini. Donc, je continue. Comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un comme ça d'écrire un livre? Vraiment, laissez-moi dans ma bouille. Je crois qu'on m'a dit: non, tu peux te faire accompagner par des gens qui savent écrire. Parce que même quand tu écris, tu donnes
Et les autres remettent ça en... C'est là que j'ai pris confiance. Et les derniers événements les doubles braquages que j'ai eu en entreprise, en l'espace de 9 mois, qui a paralysé l'entreprise, et ma maladie du Covid, j'ai dit, mais je peux faire comme ça, je meurs et je ne laisse rien. Donc je crois que tout ça a été une motivation extraordinaire. Mais écrit, j'ai eu la chance de discuter avec toi. J'ai vu la conférence qui avait été faite, on m'a dit qu'on peut écrire un livre en 28 jours. J'ai pas. Donc j'ai dit, en quel patois, en quelle langue pour que ce soit 28 jours. Et là, un coup de fil a suffi. Et énormément d'éditeurs qui sont dans la salle, qui m'ont contacté pour écrire. Mais il y a de la paresse. Je ne sais pas comment toi tu as pu trouver la méthode pour que... Je suis très fatigué, les amis. Il m'a épuisé pendant 3 mois. 3 mois sans sommeil pour sortir ce livre. Donc, voilà la motivation réelle. Et il fallait laisser des traces. Et dans ma vie, je me demandais comment est-ce que la seule façon de dire merci à mes amis, à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous ceux qui m'ont accompagné, c'était de mettre dans un livre. Parce que vous pouvez mettre 5, 6, 7, 8 conférences, mais à la fin, vous n'avez pas le rendu. Donc je crois que ce livre, c'était l'occasion idéale pour moi, pour dire combien de fois celui qui était né pour échouer a reçu tellement de personnes. Justement, tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental. C'est le fait que aujourd'hui, tu as décidé d'écrire pour partager, pour dire merci. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce sont les pauvres qui sont égoïstes. Parce qu'il n'y a qu'une personne riche qui a envie de donner, qui finit par recevoir et devient davantage riche. Et je tiens ici à préciser, tu le dis très souvent, que la richesse est d'abord là. Et aujourd'hui, il y a déjà même la sœur qui nous a interpellé par rapport à ça. C'est le titre de ton livre, qui ne laisse personne indifférent. Né pour échouer. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est complété en dessous l'industriel que personne n'attendait. Donc la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir choisi un tel titre? Parce qu'on s'attendait à un titre du genre né pour réussir. D'ailleurs, plusieurs personnes nous ont fait la suggestion, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, il faudrait que tu nous expliques pourquoi ce titre-là. Oui, je crois que c'était compliqué parce qu'il fallait raconter l'histoire. Je savais déjà que c'était l'autobiographie, ça c'est clair. Mais à un moment, il fallait trouver un titre. Je crois que tu étais le premier à me poser la question. Débrouille-toi, réfléchis quand même une semaine pour trouver le titre. Je dis le titre de quoi? Mais l'histoire de ma vie. Il dit non, trouve un titre. J'étais suggéré d'abord programmé pour échouer. Et après, il y a eu des discussions sur le fait qu'il y avait un livre de Lyon Indomptable, là où on avait déjà programmé pour échouer. Et les amis m'ont dit, pour avoir le même titre peut être dans plusieurs livres. Mais né pour échouer ici, c'est que dans cette salle, il y a des gens qui se reconnaissent dans ma vie. Les nés pour échouer sont nombreux dans ce pays. J'en fais partie des nés pour programmer pour mourir. Je suis une association d'ingrédients faits pour que rien ne puisse germer. Mais il fallait donner un titre. C'est après que tu m'expliques aussi que le titre est parlant. Parce qu'au départ, c'était je suis programmé. L'homme que vous voyez là, parce que Thierry Niamen, ça tombe de partout. Les gens disaient des anecdotes sur ma vie tous les jours. Je voulais juste remettre les choses un peu en ordre dans la tête des gens. Parce que né, si même dans mon nez, parce que c'est trop compliqué. Pourquoi il faut se lire le livre là? Parce que par moment, moi je ne m'explique pas bien. Ouais, parce que je ne l'espère pas. Oui, je suis né pour échouer, c'est vrai. Mais heureusement qu'on a complété avec l'industriel. Aussi, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit l'industriel, peut-être parce qu'ils voient mon compte bancaire. Donc pour eux, je dois écrire, il faut avoir beaucoup d'argent. Bon, pour ceux qui me connaissent, ça n'y en a pas beaucoup. Mais ceux qui ne me connaissent pas disent non, comment c'est un radin? Comment? Même à la télé, on dit que c'est un milliardaire.
Et j'ai dit, on a dit, tu es milliardaire, pas tu as le milliard. Être milliardaire, je ne refuse pas, oui, je le suis. Et vraiment, je le suis et je le dis. Mais dans mon compte, ceux qui veulent chercher le milliard, vraiment qu'ils arrêtent de planifier les agressions dans l'espoir que ça va aller. Frédéric, s'il te plaît, si tu traverses cette situation ici, ça me fait plaisir. Ouais. C'est mon ami d'enfance. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce... Il a beaucoup voyagé, il a fait des kilomètres pour pouvoir savoir là où il vient, uniquement pour ça. Ouais, il connaît mon enfance. Merci. Merci Frédéric. Donc, si tu permets, ok, maintenant tu l'as écrit, bon, à qui s'adresse ton livre particulièrement? Au départ, j'avais l'impression, c'est plus si je me mets dans l'écriture que je me rends compte que ce livre s'adresse surtout à des inconnus. Parce qu'ils sont plus nombreux que les connus. Il y a des gens qui, face à l'adversité, face aux difficultés abandonnées, sont nombreux. Peut-être mon histoire va tenir la main de quelqu'un et de dire, moi je suis sûr que quand un parent va lire ce livre, il va acheter ce livre pour son enfant, lire ça. Parce que la manière dont il te comporte ici, va voir ce que le gars a vécu. Il est encore vivant. Donc, il y a des choses que j'ai vécues et que les autres vivent, mais pleurent tous les jours. Donc, je ne peux non plus expliquer quelle est cette énergie inimaginable qui m'a fait tenir. Donc, c'est un livre qui s'adresse aux étudiants, à ceux qui ont envie, à ceux qui ont échoué, à ceux qui pensent même qu'ils ont réussi. Parce que derrière la réussite, là, tu as expliqué encore ce que tu es réussi, tu n'impactes pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a réussi. La réussite, c'est quand tu as pu aider, quand 1, 2, 3 personnes. Moi, je suis heureux de voir Stéphane qui, quand il construit, quand il loue son usine, il me dit, je n'entre pas tant que tu ne viens pas ouvrir la porte. On paye ça à combien? Quand un jeune petit frère te dit, je veux déjà monter mon entreprise, mais je souhaite que c'est toi qui ouvre la porte pour que je puisse entrer. Je crois que c'est un gros salaire. Il n'y a pas de Merci Stéphane. On peut applaudir pour Stéphane, s'il vous plaît. Maintenant, on va sortir du côté extérieur, on va revenir sur toi. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'écrire ce livre? Sur le plan personnel, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu ressens? Je me sens très libéré. Tous ceux qui me côtoient, de près ou de loin, personne ne sait ce qu'il y a dans ce livre. Donc même eux me racontent seulement ma vie là, ils ne me connaissent pas. Parce qu'il ne fallait pas que je dise les choses que j'ai vécues. Donc j'ai l'impression que c'est une décharge électrique. Je viens de me libérer d'un poids, d'une série de poids. Et là je me dis, qu'est-ce que ça m'apporte? C'est que maintenant j'ai l'impression que vous marchez normalement. Vous savez, quand vous avez porté des secrets de votre vie, vous savez, aujourd'hui, quand on dit qu'on a, vous entendez des situations où les gens ne sont pas capables d'identifier les bourreaux. Parce que quand tu as un bourreau, ce pays ne sait pas, ou nous tous, nous ne savons pas prendre soin de la victime. On criminalise encore la victime. C'est parce que tu as fait ça, c'était toi la faute. Mais on ne se rend pas compte que tu es dans une situation de vulnérabilité. Et nombreux sont ces filles qui vivent cela, mais qui ne peuvent même pas dire. Et je pense que le jour où elles vont écrire, elles vont se sentir libérées. Donc ce livre, pour moi, c'est une façon de remettre à jour un certain nombre d'informations. Donc c'est un peu comme une thérapie, quoi. Oui, ça c'est sûr. Puisque tu es médecin, bon, on va dire que je dis un peu ce que tu as sauté vivre par le passé. Parce que généralement, le plus important, c'est de faire quelque chose qui a de la valeur aux uns des autres. Parce que quand même, dans ton livre, c'est qu'ils le diront, quelque part, un peu comme la majorité des enfants de leurs parents, Thierry n'a même pas le passé, c'est d'être médecin. Et il a usé une stratégie assez précise qui a permis aujourd'hui d'être l'électricien, que vous connaissez tous. Et donc, il y a un point, j'ai envie de dire, que tu n'abordes pas très souvent. J'aimerais que tu me permettes d'aborder ce sujet. Sur le plan familial, qu'est-ce que tu penses que ton livre pourrait apporter aux gens de ta famille? Ma famille, puisque né pour échouer, c'est un peu comme quelqu'un qui n'a pas de famille ou qui a plusieurs familles.
il y a la famille nucléaire, il y a la famille sur le plan du sang. Mais j'ai une famille très puissante qui est ce que les gens appellent les amis. Ma fille a l'habitude de me dire pourquoi tu as des amis extraordinaires. Je dis oui, ce sont mes vrais amis. Donc, dans la famille là, je voudrais qu'on inclue ces gens-là parce qu'ils ont participé d'une façon ou d'une autre à l'éclosion d'un homme. Ils m'ont empêché de sombrer, même sans s'en rendre compte. Parce que je ne sais pas combien de personnes peuvent se souvenir, 35 ans après, qu'un camarade de classe vous faisait les hors d'œuvre pour venir vous donner à l'hôpital. Pendant que vous êtes malade, il n'a rien. Il prend où? Chez les parents. Si quelqu'un prend son petit déjeuner pour vous donner, c'est quelle famille alors? Vous voulez que je parle de ma famille? Ce serait même une ingratitude terrible que de parler uniquement de cette famille qui peut-être n'existait pas dans mon cas. Peut-être pas parce qu'il voulait aussi. Il n'y a pas les moyens. Quand je triple le coût moyen d'eux, où était la famille là? 3 ans avec le 7, 12 de moyenne première année, 4, 16 deuxième. Il faut la 3e année pour pouvoir passer l'entrée en 6e pour être 37e avec 19 de moyenne. Donc je n'avais personne pour payer l'école. Et si maman prend son argent, l'argent de sa ration, pour vous faire passer, aller payer un concours, vous payez ce concours, alors que vous savez qu'elle a pris l'argent de la ration et vous échouez le concours, vous rentrez comment à la maison, alors qu'elle n'a aucun lien avec toi. Pourquoi je pense que je voudrais vraiment oublier ce côté famille restreinte. Non, ce serait détruire la nature de ce livre. Ma famille, c'est tous ceux qui ont lu ce livre. Ma famille, c'est vous qui avez choisi de venir partager ces moments intenses. Parce qu'il y a ce qu'on va lire. Mais l'émotion que je sors ici, c'est du lourd. C'est très très bon. Tout à l'heure, tu disais, tu as échoué 3 fois. J'ai déjà précisé que Thierry Hamel le dit, tu as déposé plus de 750 demandes d'emploi. C'est ça? Ok. Et moi, la question que je m'allais te poser, c'est qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui, premièrement, a peur d'échouer, donc il ne se lance pas. Et deuxièmement, quelqu'un qui échoue, qui décide d'abandonner. Qu'est-ce que tu lui dis? Arrêtez d'avoir faim. L'un de mes postes les plus forts, et monsieur et nous on en a discuté, c'était un jour où j'avais écrit sur mon. Parce qu'il y a des gens qui m'écrivent le matin, ils demandent: tu ne postes rien ce matin, c'est quoi? Tu crois que ma journée sera comment? Poste quelque chose. Merci pour ce que tu as posté. Merci tous les jours, merci. Un jour, moi, j'étais dans des problèmes. Je vais le dire aujourd'hui là. Je n'ai rien à poster. Si tu veux meurs, tu es. Et les gens disent: donc tu n'as rien à dire. Je dis que moi-même, ça ne me laisse pas. Pour dire la motivation, j'ai développé en moi que je ne fais rien avec les personnes non motivées. Quelqu'un qui est non motivé te perd le temps. Il est tout en train de chercher les excuses. Il n'est rien. Tu as vu, je suis. Donc, si tu as peur d'échouer, échoue. Si tu veux, dors dans. Parce que si tu as vraiment faim, tu vas te lever sans que personne ne te réveille. Moi, je pense que ce livre, c'est l'espoir, c'est l'envie, c'est la détermination malgré les difficultés. Parfois, même, je me demande comment je fais pour toujours sourire alors que ça ne donne pas. On s'en donne pas. Mais ça ne donne pas. C'est pour celui qui me regarde. C'est son problème. Parce que j'ai mon échelle à moi, je me donne ma note. J'ai passé ce livre, j'ai passé toute la vie à m'auto-flageller, à dire que je ne vaux rien. Ce qui fait que quand quelqu'un, j'ai même l'habitude de dire, quand on me dit non, c'est même plutôt un carburant. Parce que non, j'ai tellement entendu les noms dans ma vie que c'est toi, ton nom ne me dit rien. C'est quand tu me dis oui que ça m'étonne. Parce que je vais demander un service. Souvent, il vient par la force de demander parce qu'il sait déjà que sûrement c'est un nom qui arrive. Ce qui fait que le jour où tu me surprends, et vous avez bien parlé de Samuel Guifon, je n'avais pas demandé. C'est ça la magie. Quelqu'un qui nous appelle. Samuel Guifon n'est pas de ma famille. Je ne le connaissais même pas, mon camarade de classe, c'est mon aîné. Mais je me souviens, c'est pas si les gens là m'ont dit qu'il va nous faire prendre là. Samuel, c'était parce que j'avais ramassé le porte-monnaie d'un élève du lycée dans la salle de ping-pong.
au lycée classique de Bafoussam, il y avait 16 000 à l'intérieur. Et il y a un ami qui m'a dit, Dieu a donné ta part, prends. Et je lui ai dit non, je ne touche pas. J'ai fait un communiqué, j'ai collé des affiches dans tout le lycée qui a perdu ces 16 000. Et qu'on retrouve, et parce qu'à l'intérieur, il y avait aussi un indicateur qui permettait que si tu me dis, je peux savoir que c'est toi. J'ai fait comme ça jusqu'à retrouver la personne et lui donner. L'argent que Samuel m'a donné, je n'ai jamais déchargé. Je n'ai jamais signé quelque part. Il ne connaît pas ma maison. Il n'est jamais venu en entreprise. Il ne me suivait même pas. Chaque fois, il lui dit, Samuel, il dit, si ce n'était pas quelqu'un de bon, il lui dit que peut-être c'est quelqu'un qui m'a... Oui, il m'a envoyé devant, comme on dit. Mais il me dit, je te suis chaque fois. On s'est rencontrés 2 fois dans l'avion. On a passé tout le temps debout. Il est extraordinaire, le monsieur. Si après mes parents, je le cite, c'est parce que l'argent là vient au moment où on n'imagine pas, sans demander. Quelqu'un vous appelle sans demander et dit, tu fais quoi dans la vie? Tu lui dis, tu as des soucis. C'est lui-même qui te passe à l'interrogatoire. Mais si tu as un problème, dis-moi. Je dis, bon, je voulais 300 000 pour acheter le moulin avec pour ne plus écraser l'arachide chez le voisin. Il dit, pourquoi tu as peur des chiffres? Parle en millions. Il dit, non, si j'avais même 1,8 million, ça peut donner. Il dit, alors, tu sois à 2 millions. Mais va d'abord, tu fais, je vois que tu écris, fais un projet là où il y a les bons chiffres, tu viens avec. Bon, les bons chiffres, c'était pour lui. Pour moi, ce qu'il m'avait donné, c'était déjà Amen. Super. Tout à l'heure, tu as parlé de chiffres. Et il y a une citation que tu viens répéter, que tes enfants répètent. C'est l'âge n'est qu'un chiffre. Qu'est-ce que tu entends par là? Mais c'est parce que ce que j'ai vécu dans ma vie n'était plus une question d'âge. C'est-à-dire que si on arrête un enfant de 4 ans, on attache derrière une porte, on découpe la main avec la lame de rasoir, on verse l'alcool, on met le feu dessus. Et tu dois avouer que tu as volé la pâte d'arachide. Et tu dis non, ce n'est pas moi. On te tape, tu dis non, ce n'est pas moi. Tu me. Ça veut dire que c'est plus l'âge. C'est un dû à cuire. Bon, je l'ai compris dans ma vie. Mais si on regarde aussi les choses que j'ai vécues, c'est pas une question d'âge. Je suis. Nombreux ne connaissent pas mon âge. Parce que pour moi, l'âge, effectivement, n'est qu'un chiffre. Il faut. Je suis le seul garçon sur. Le premier garçon sur 3 générations. Et je dis à mes soeurs ou à mes tantes qui vont en mariage, il n'y a pas d'âge pour aller en mariage. Il y a plutôt un moment. Donc moi, je pense que je suis convaincu que l'âge n'est qu'un chiffre. Les gens se cachent derrière. Il y a des vieux petits, il y a des vieux qui ont des comportements de père. Et il y a des jeunes qui ont des comportements très responsables. Je voudrais qu'on juge les gens par rapport à ce qu'ils font comme acte et non par rapport à l'âge. Parce que derrière l'âge se cache beaucoup de choses. Tu parles à ton grand frère. Si tu étais le grand frère, tu ne peux pas dire. On devait savoir que c'est toi le grand. Pas des actes. Tout à fait, tout à fait. Et puisqu'on est dans des petites punchlines, comme je le disais, signé à la cité, il y a une punchline que tu t'amuses beaucoup à répéter, c'est si tu te réveilles sans objectif, retourne te coucher. Est-ce que tu comprends? Mon tonton n'est pas là. Tu l'as cité tout à l'heure, des brasseries du Cameroun, Serge Japon, qui est mon père. Il m'a écrit un jour après avoir lu cette citation. Donc, j'avais écrit sur mon statut, si tu te réveilles sans objectif, retourne te coucher. Il a cliqué sur le statut et il a répondu, je retourne me coucher. Ça veut dire qu'il n'a pas d'objectif. En réalité, derrière cette phrase, quand on voit un jeune, pourquoi un jeune va lire ce livre? Parce que les jeunes qui disent qu'ils font la grasse matinée. Tu es en Afrique, tu fais la grasse matinée. Je comprends tes livres et je comprends comment tu fais dormir. Non, vraiment, j'ai pris une année sabbatique. Reste au lit. Parce que si tu te lèves le matin et tu fais quoi? Tu fais les 100 pas. Ou tu entends un étudiant dire, tu fais quoi? Tu es où? Je suis à la maison. Tu fais quoi? Rien. Et c'est pour je peux venir, tu viens encore, viens, on tue le temps. Donc il a le temps.
il veut tuer. Et il cherche encore un compatriote avec qui il a tué le camp. Il faut fuir ces gens. Si tu te réveilles, tu n'as pas d'objectif. Vraiment, le lit, il faut savoir rentrer. Le lit, il faut savoir rentrer. Là, on entre sur la troisième punchline, qui a aussi créé plutôt beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. C'est lorsque tu dis, un entrepreneur peut gagner en 2 ans. C'est qu'un salarié va mettre 50 ans pour avoir. La question que je m'avais posée, c'est de savoir, entreprendre pour gagner de l'argent, bonne ou mauvaise motivation? Je crois que dans la salle, il y a des salariés. La seule question qu'on peut poser, nous sommes le 3 décembre, c'est de demander s'ils ont encore leur salaire du mois de septembre. Si tu réponds, tu vas comprendre de quoi je voulais dire. Ah, voilà. Même novembre, il n'y a pas. Mais je vous dis que certains d'entre nous, dans cette salle, ont plutôt le carré chez le Malien pour le salaire de janvier. Mais derrière la phrase qui a semé énormément de polémique, les gens m'ont dit, mais tu as des employés, pourquoi tu dis qu'ils sont aussi salariés? Je voulais dire que vivre sur une seule source de revenus, tu vas passer 50 ans pour obtenir ce qu'une autre personne va obtenir en 2 ans. Je crois que dans l'entrepreneuriat, nous démontrons à un moment que l'entrepreneur mange le bénéfice et le salarié mange le capital. Et il pourra tout ça chaque mois. Et quel que soit le salaire que tu peux avoir à cette chiffre, 90% de cet argent, si tu es sincère, est détruit tous les mois en attendant le prochain mois. Okay. Derrière cette assertion, ça se voit clairement que tu promeux l'entrepreneuriat. Clairement. Sauf qu'il y a la partie invisible de l'iceberg qui est souvent très brutale. Ce matin, on en parlait encore. Mais pourquoi recommander un truc aussi brutal aux jeunes et aux moins jeunes? Est-ce qu'on a le choix? Je pense que si on est sincère, on n'a pas le choix. J'ai mon ami et frère Alex, avec qui on a vécu toutes les péripéties de cet entrepreneuriat, lui et moi. Avec un bac technique, il ne savait pas où aller. Donc, les parents lui ont demandé combien d'argent il voulait. Il a dit 10 millions. Donc, les salariés ont compris comment le jeune gars détermine s'il veut gagner 10 millions, donc il veut les problèmes. Donc, c'est une manière pour les chasser, pour aller faire ce qu'il voulait. Et quand tu commences tout petit, en allant étape par étape, automatiquement, tu vas t'en sortir. Dans ce livre, il y a des astuces théoriques. Ils ne savent pas. Il y a des astuces théoriques où, quand tu veux réussir, tu les appliques seulement bêtement. Parce que dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneur, c'est celui qui illumine. L'entrepreneur, c'est celui qui donne de la joie. L'entrepreneur, c'est quelqu'un de joyeux. C'est quelqu'un qui aide. C'est quelqu'un qui a la main tendue. Parce que, on dit ça en donnant qu'on reçoit. Donc moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas moyen de parler d'entrepreneuriat. Ok. Bon, maintenant, on a écouté toutes ces belles paroles. On a écouté que oui, en entreprenant, on peut gagner en 2 ans, c'est quand ça arrive 50 ans à obtenir. Bon, maintenant, moi, je suis jeune, je suis moins jeune. Je veux me lancer. Ou je vais prendre des challenges. Qu'est-ce que tu me dis? La première chose, il faut avoir un mentor. Dans notre vie, nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants, il faut faire la purge dans ton téléphone. Si tout ce qui t'appelle, c'est, pardon, fais-moi un demi-transfert de 500, tu sais, je n'avais pas encore, je n'avais pas les SMS. Comment quelqu'un peut même avoir une personne qui n'a pas 450 à la fin du mois? Donc, oui, ils ont le cerveau étant congelé. Il faut trouver un moyen de conseiller l'autre tendance. Moi, je dis qu'on force l'amitié. On force l'amitié. Quelqu'un est bien, on force l'amitié avec lui. Je veux bien. Si tu marches avec un musulman, vendredi, tu vas à la mosquée. Il n'y a pas moyen. C'est possible. Tu vas seulement aller à la mosquée. Donc, il faut marcher avec des gens qui ont une vision similaire. Parce que il y a des gens qui passent. C'est à l'académie de leadership que j'ai appris ça. Le ABC syndrome, accusing, blaming, complaining. Tous les jours, le pays va
vas mal, tous les... Quand il va te dire ça, finalement, tu vas aussi voir le pays mal. Pourtant, il y a d'autres qui sourient. Donc, ça ne veut pas dire que tout est rose, mais il faut essayer, il faut oser, et il faut chercher. Les gens me disent souvent, oui, monsieur, après votre conférence, là, en une phrase, on peut quoi pour être riche? Il dit, si elle savait ça, elle ne va pas venir ici. Ils veulent en une phrase le bouton que quand on appuie, on devient riche. Et je dis non. Bien évidemment, si tu dois plutôt marcher et voir les astuces, parce que ce qui se passe chez A ne sera pas la même chose chez B, et tu pourras l'adapter en C. Donc, et je dis, il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C. Mais non, il ne faut pas oublier que l'alphabet finit à Z. Donc, on a beaucoup de plans. Super. Et justement, dans les différentes présentations, tu insistes souvent sur le fait d'oser, de croire. Et justement, la question que m'avait te poser, c'est de savoir, beaucoup parmi nous, on a de beaux projets. On veut se lancer. On veut créer notre entreprise. On veut créer de l'emploi. Mais très souvent, il y a une petite tâche sur le tableau, c'est qu'on manque de confiance en nous. Donc, s'il y aurait une clé, un bouton sur lequel il faudra appuyer pour devenir la personne la plus confiante. C'est la même phrase qui sort. J'ai eu l'honneur d'être à la leçon inaugurale à l'université. Et Monseigneur Marga dit quelque chose. Je parle d'un homme d'église. Si vous avez le baccalauréat et vous continuez à demander l'argent des pays aux parents, c'est que tu es pas normal. Il dit ça. Il est lucide, vous connaissez les catholiques, lucide, il dit bien, et devant les gens de la télé, c'est que tu n'es pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois le mot oser, et là on dit là je n'a pas de chiffre, c'est essayer. Parce qu'il ne faut pas dire, c'est un peu comme les filles, tu dragues une fille, elle te dit, jure par tous les dieux que tu vas jamais mettre ton jure tous les dieux que tout va mal. Donc il n'y a pas, tu veux voir d'abord la femme avant de te lancer. Le DG de Dorf m'a dit, quand il pense à quelque chose à 23 à 6 ans, il a déjà commencé. Plus il faut oser, immédiatement, c'est devant là qu'on va voir les problèmes qui sont liés à ça. Donc, si on suit ta logique, c'est agir avant de réfléchir. Je ne sais pas, est-ce qu'on a dit d'agir sans réfléchir? On dit qu'on agit et devant on réfléchit, on souffre, on tombe et tant qu'il y a sur la route. Donc le temps que toi tu vas rester, et c'est pour ça que tous ces longs crayons ne réussissent pas. L'équipe prend, il fait d'abord un tableau Excel, il chasse les coups. Tous les projets marchent bien sur ordinateur. Tous les projets. Ça fait ça, on voit les vidéos. Mais on dit pas sur le terrain. Et c'est pour ça que vous allez voir, même au Cameroun, dès que quelqu'un veut trouver un emploi, c'est combien de salaire? Le salaire de base, c'est que si je ne fais même rien, tu me donnes. Tu vois, donc même si je ne fais rien, tu me donnes combien? Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut être un chasseur de prix. Il faut être quelqu'un qui dit, si je réussis, qu'est-ce que je reçois? Et non toujours le dire, et si ça ne donne pas. Donc on est en train de regarder le mauvais côté. Alors moi je pense qu'il y a des niches et des choses à apprendre dedans. C'est pour ça que dans ce livre, je voudrais que chacun jeune, ils vont se discuter. Moi je sais souvent que l'amour, ce qui se cache dans le livre, un va dire, raconte-moi, il dit non, va prendre ta part. Et c'est comme ça que ce virus va passer. Si ça peut impacter les gens, on aura réussi ce qu'on a voulu faire. Super, ça peut impacter les gens, on aura réussi. Il reste combien de temps, s'il vous plaît? C'est fini depuis. Ah, c'est fini depuis. Je vais te poser une dernière question, parce qu'on ne va pas te laisser partir comme ça. Ça serait bien de savoir, tiens, parmi nous, il y a des étudiants, il y a des salariés qui veulent se lancer. Par où ils commencent? J'ai dit d'avoir toujours un mentor. Donc marche avec le bonheur contagieux, la pauvreté aussi. Donc si tu sors le matin, tu marches avec un gars qui se bat. Ça veut dire que tu as déjà commencé à... Donc, par où on commence? Les gens veulent... C'est une excuse que je ne sais pas par où commencer. Si quelqu'un est dans la quincaillerie et il t'inspire, ça veut dire que le matin, sors l'aider. Par où commencer? C'est d'être dans le bénévolat. C'est d'aller accompagner quelqu'un qui travaille et de dire que je peux lui aider. C'est dans aider là qu'on apprend. C'est dans aider qu'on lit quelque chose. Les stages, tout le monde veut. Ton stage, c'est quoi? C'est payant, non? On te paye pourquoi? Viens apprendre.
Et quand tu apprends, on ne peut plus l'enlever de ton cerveau. Moi, je pense que il faut qu'on cette excuse de je commence par où? Ne commence pas. Ça va venir te trouver. Commencer, tu demandes là-haut. Tu commences. Et tu peux marcher. Si c'est la vente qui t'intéresse, commence à vendre. Va voir quelqu'un qui vend. Dis que quand je t'aide à vendre. Si c'est le domaine dans lequel tu veux t'amener, il faut marcher avec cette personne. Et c'est dans le parcours que tu vas pouvoir aller. Et ne pas être focus sur sa filière. Voilà, tu es médecin. Et puis, tu es dans l'édition. Moi, j'ai fait mécanisation agricole. Aujourd'hui, je vends la pluie. Donc, chacun a sa part dans l'école. Et c'est l'école de la vie. Nous voulons, derrière ce livre, sortir un peu de cette école standard. Là, on veut nous raconter, tu as un bac, tu écris, j'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès, je suis l'aîné de ma famille, pardon, aide-moi. Non, tu viens, tu sors parce que tu veux. Et c'est ça mon rôle dans les enfants. Décongeler les cerveaux. Parce que quand le cerveau est à décongeler, mes étudiants sont âgés, au moins 2 ou 3 qui ont voyagé depuis. Voilà, ils ont dit que la dédicace de Douala, ils n'attendent pas. Parce que le cerveau est après. Mais avant, c'est un gars, il est mort avant le combat. Donc dès que tu as déjà déclenché cela, le reste suit et tu marches avec des gens. Parce que personne n'a la infuse. Je pense que pour le faire quand même, si vous la période là, vous dites que j'ai vraiment un projet, je pense que ça peut que l'argent. Tu vas demander quelle quantité d'argent quand tu cherches. Donc, les projets seront toujours là. Et pendant que tu es en train de travailler, tu vas rencontrer des personnes qui vont t'inspirer. J'étais tout les mois au Salon international de l'agroalimentaire à Paris. Je me vantais devant un Turc en disant oui, on tient les 2 produits, nous sommes une entreprise agroalimentaire, nous transformons les produits. Avec mon badge, je me sentais. Et il avait 28 ans ou entre moins de 30 ans. Il me dit oui, nous aussi nous sommes une entreprise en Turquie, nous avons mis 500 produits dans 47. Donc c'est moi je me suis très vite reprogrammé. Donc tu redescends sur terre. Donc, depuis que je suis ici, je n'ai plus jamais dit que j'ai encore 22 produits. Donc super. Écoutez, on va pas t'inquiéter plus longtemps. Donc, si vous résumez la pensée, ce serait, pour ceux qui ne savent pas par où commencer, ben, la première étape, ce serait déjà de soigner votre entourage, trouver-vous un mentor, parce que c'est ce mentor-là qui vous apprendra les codes de l'entrepreneuriat. Je parle sous le contrôle de M. Eric Alidou. Et j'ai envie de dire, si vous avez du mal à vous trouver un mentor, cherchez à donner. Ça marche. Parce que si je suis aujourd'hui à côté de Thierry Namen, c'est parce que j'étais à côté. Sur ce, je vous remercie. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.